nous pouvons commencer. Donc, merci beaucoup à vous tous qui avez pris le temps de nous écouter et d'entendre parler de notre lancement du CHAP, la plateforme d'analyse du climat et de la santé. Alors, ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est en réalité de nous présenter les types d'outils numériques de santé que nous développons et la discussion que nous développons maintenant. Dans le style DHIS2, une plateforme collaborative et open source pour former, affiner, évaluer et partager des modèles prédictifs pour la prévision des maladies influencées par le climat. Pour cela, bien sûr, nous devons avoir accès aux données climatiques combinées avec les données de santé, et c'est également notre objectif dans ce webinaire. Notre objectif, c'est de fournir les moyens de faire tourner des modèles d'évaluation en utilisant des données historiques de pays pour des études de faisabilité. Bien entendu, cela sert à aider les pays tout en s'assurant que le processus reste sous leur contrôle. Cet outil simplifie également le processus d'installation pour les pays, rendant la configuration et l'utilisation faciles. Il permettra également la comparaison des modèles qui peuvent être mis en œuvre dans le pays. C'est là que l'évaluation intervient, pas seulement des analyses prêtes à l'emploi pour la prédiction. Il est intégré au système opérationnel DHIS2 dans le pays via l'application de prédiction. Cependant, il peut également être utilisé avec d'autres systèmes que DHIS2. Il est donc neutre par rapport au système duquel proviennent les données. L'objectif du CHAP est de fournir au pays une plateforme d'apprentissage qui évolue à chaque mise en œuvre de ce logiciel générique que les pays peuvent personnaliser et renvoyer à la plateforme CHAP pour qu'ils puissent évoluer et s'améliorer encore et encore. Nous avons une équipe interne qui développe également des modèles modernes d'apprentissage automatique basés sur des recherches de pointe, mais aussi sur des données réelles provenant de différents pays. Nous travaillons donc en étroite collaboration avec les pays dans lesquels nous faisons des essais afin de pouvoir évaluer ces modèles et les améliorer. Cependant, les partenaires peuvent également utiliser le CHAP pour partager leurs modèles avec les pays afin de voir s'ils conviennent mieux et quel modèle conviendrait mieux à cette géographie et à ces problèmes de la vie réelle. Nous fournissons aux partenaires de modélisation un logiciel générique réutilisable, car nous avons constaté que de nombreux partenaires de modélisation ne mettent pas vraiment l'accent sur la réutilisation et l'amélioration des modèles au fil du temps. Dans le style DHIS2, nous tirons parti de toute l'adoption de DHIS2 dans le monde pour créer des outils supplémentaires. Notre objectif est de proposer des outils supplémentaires qui peuvent renforcer la résilience des programmes de santé en utilisant des données climatiques. Cela nous permettra de réaliser des évaluations analytiques concernant l'impact du climat sur la santé et les maladies, ainsi que faire des prédictions. C'est ce sur quoi nous nous concentrerons aujourd'hui. Nous reconnaissons que c'est un bien public mondial. CHAP est également un bien public mondial disponible pour tous. Il est open source et sans licence, soutenant une large gamme d'applications modèles. C'est dans le style de DHIS2. Bien sûr, sans les groupes régionaux HISP, nous ne ferions rien. Donc, tout ce que nous faisons dans le pays avec les ministères, avec le gouvernement, nous le faisons à travers et avec tous les groupes HISP. Vous pouvez voir la liste complète ici. C'est en fait notre composant critique de l'approche HISP. Nous ne serions pas ici et nous n'aurions pas la mise en œuvre dans plus de 80 pays utilisant DHIS2 pour leur système national de gestion de l'information sanitaire s'il n'y avait pas les groupes régionaux ASP locaux qui offrent un soutien à long terme et continu. Et cette proximité avec le terrain nous donne aussi la possibilité d'avoir les yeux et les oreilles sur le terrain afin d'améliorer le global. Plateforme comme dans DHIS2, comme dans le chapitre. Donc, nous faisons le même style de développement de la plateforme que nous faisons avec DHIS2. C'est pourquoi Wellcome Trust est venu vers nous. Vous avez des données dans tant de pays.
Pourquoi ne pas tirer parti de cela pour plaider en faveur du développement d'outils analytiques sur DHIS 2? Cela renforcerait notre résilience et notre préparation face aux impacts du changement climatique sur les maladies. Bien que l'influence du climat sur les maladies puisse ne pas toujours entraîner des changements significatifs, nous nous concentrons sur le renforcement de la résilience, pas nécessairement sur le changement lui-même. Faire face aux défis liés à la prise de décision concernant l'incertitude des schémas de pluie, tels que l'allongement de la saison des pluies ou l'imprévisibilité de son début, nous permet d'améliorer le système DHIS 2 existant pour soutenir une analyse efficace et rapide et la prise de décision en réponse à ces risques pour la santé liés au climat, en développant la santé climatique, outils d'analyse et outils de modélisation, et aussi pour concevoir un tableau de bord de visualisation afin de pouvoir visualiser cela et faire de la sensibilisation pour les programmes de santé. Ce que nous allons vous montrer aujourd'hui est cependant une phase de preuve de concept de 2 ans financée par le Wellcome Trust, afin de nous permettre de remporter la subvention de 6 ans suivantes. Travailler avec les pays. Nous devons démontrer, bien sûr, que nous avons validé avec succès le concept, ce que nous pensons avoir réalisé. Cependant, nous avons également besoin de fonds de contrepartie de la part des partenaires pour montrer qu'ils croient que cela est important pour les pays. Mais aussi à l'échelle mondiale. Donc, si quelqu'un souhaite collaborer avec nous dans ce pays, veuillez nous contacter. À toi, Bjorn. Oui, c'est ainsi que nous prévoyons d'étendre DHIS 2 pour intégrer le domaine du climat et de la santé. Vous pouvez constater qu'il y a 2 applications que vous pourrez bientôt installer sur votre système DHIS 2. L'application climat est déjà sortie et est utilisée en production. L'application de prévision. Quelle est l'application qui s'intègre à notre outil de modélisation, le cœur CHAP, sera disponible plus tard, mais vous verrez une démonstration de toutes ces applications aujourd'hui. L'application climat. Le but de l'application climat est d'importer des données météorologiques et climatiques à la fois globales et locales. En commençant par les données globales et les mêmes techniques sur la façon dont nous harmonisons ces données avec les données de santé également appliquées à la plateforme CHAP. Ainsi, tout cela est lié ensemble. Alors, voici quelques exemples de graphiques de cette application climatique. C'est vraiment facile de commencer avec cette application. Il suffit d'aller sur notre application et de l'installer. Vous avez besoin de DHIS 2 version 2,37 et plus pour l'utiliser. Et puis, il y a 2 exigences importantes. L'un d'eux est que vous devez avoir accès à Google Earth Engine, et c'est quelque chose avec lequel nous pouvons vous aider. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà accès. Cette année, 50 organisations se sont inscrites à Google Earth Engine. Il est également important de noter que cet accès à Google Earth Engine est disponible gratuitement, mais uniquement pour un usage non commercial. Cela est donc disponible pour les organisations à but non lucratif. Si vous êtes une organisation à but lucratif, vous devrez demander la permission directement à l'équipe de Google Earth Engine. Et puis l'autre exigence est que vous devez également avoir les coordonnées de vos unités d'organisation et de vos districts, car c'est ainsi que nous pouvons harmoniser les données. Donc, nous devons savoir où se trouve l'établissement de santé pour pouvoir obtenir les données climatiques pour cet emplacement. Nous incluons différentes sources de données. Donc, la source de données la plus importante que nous avons est ERA5TER et les blocs à droite proviennent de cet ensemble de données. Je vais bientôt vous montrer d'autres ensembles de données que nous avons ajoutés cet automne. Et c'est un projet en cours. Donc, en fonction de la demande de nos utilisateurs, nous aimerions inclure plus de données, à la fois locales, mondiales et régionales dans cette application. Et juste un peu sur les graphiques. Ce sont quelques exemples pour un district, le district de Chitwan dans Népal, les Basses-Terres. Vous pouvez voir qu'il y a eu de graves inondations en septembre. Donc, vous pouvez voir en haut à gauche que les précipitations en septembre étaient 3 fois plus élevées que la normale d'après cet ensemble de données ERA5. À côté, à droite, se trouve l'humidité relative. Nous avons les températures quotidiennes et nous pouvons également observer la tendance au réchauffement, les anomalies de température pour ce district.
Et vous pouvez voir surtout à quel point les 2 dernières années ont été chaudes par rapport aux années précédentes. Ouais, et aussi nous avons lancé cette application en avril et elle a déjà 3000 installations. Une installation peut être utilisée par plusieurs utilisateurs. Donc, on voit que beaucoup de gens ont testé cette application et nous ont donné leur avis. Alors, continuez à faire ça, s'il vous plaît. C'est ainsi que nous harmonisons les données climatiques. Ce jeu de données EWA5Land est un jeu de données appelé grille. Donc, pour chaque 9 par 9 km, nous avons, par exemple, une valeur de température. Nous utilisons donc la limite du district et voyons quelle cellule de la grille y tombe. Puis, nous prenons la moyenne pour calculer la valeur de ce district. Donc, voici comment nous procédons spatialement pour toutes les régions sur une période. Nous importons des valeurs quotidiennes à partir de ces données, puis nous utilisons les outils d'agrégation intégrés dans DHIS2 pour agréger jusqu'à la santé. Les types de périodes que vous avez. Donc, si vous travaillez sur des données hebdomadaires, vous pouvez agréger jusqu'à une période hebdomadaire, mensuelle ou tout autre type de période que vous avez dans votre système. C'est tout nouveau. Nous avons en fait lancé une nouvelle version de l'application aujourd'hui, la version 1.5. Nous avons reçu des retours indiquant que les données de précipitation dans ERA5Land ne sont pas toujours précises, surtout dans les zones avec peu de stations au sol. Il existe donc un autre ensemble de données pour les précipitations qui s'appelle SHIRPS, qui s'est avéré meilleur dans ces régions. Si vous allez utiliser l'application pour importer des données, vous avez 2 options pour les précipitations. L'une provenant de Europe Highland et l'autre de cet ensemble de données SHIRPS. Un autre avantage de ces données est que cela a une bien meilleure résolution, c'est entre 4 et 5 km comparé aux 9 km de ERA5. Cela signifie que nous avons 4 fois plus de cellules de grille, donc vous pouvez voir à droite sur la carte le niveau de détail que nous avons avec le SHIRPS en bas comparé à ERA5. Vous pouvez également voir que cela montre en fait le même mois de septembre et vous pouvez voir que cela vous donne une image différente de la quantité de précipitations. Donc, même si nous rendons cela très facile pour vous d'inclure des données climatiques, il faut toujours remettre en question les données et nous devons toujours nous efforcer d'obtenir les meilleures données climatiques et météorologiques disponibles dans notre système. Ici, j'ai importé à la fois les données SHIRPS et ERA5 dans DHIS2. Et puis, bien sûr, vous pouvez utiliser le visualiseur de données pour les comparer. J'ai donc pris un mois, mai de cette année, et j'ai ensuite pris tous les districts uniquement à Seattle. Ainsi, vous pouvez voir comment les 2 ensembles de données diffèrent. Certains des districts sont assez similaires. Alors que d'autres, généralement, cet ensemble de données CHIRPS perçoit ou mesure plus de précipitations que l'ERA5, ce qui s'avère souvent plus correct. Et ensuite, à droite, l'autre montre davantage le changement d'un district d'un mois à l'autre. Ainsi, vous pouvez voir que la tendance est similaire, mais il y a quelques changements entre les 2 sources de données. Alors, laquelle devriez-vous utiliser? Je commencerai par vérifier s'il existe des données météorologiques locales disponibles que vous pourriez utiliser. Et utilisez également le Bureau météorologique national. Ce sont les experts dans le pays à consulter pour des conseils. Je vois qu'il y a beaucoup de publications de recherche pour différents pays comparant ces 2 ensembles de données. Donc, faites simplement une recherche et voyez lequel fonctionne mieux pour vos pays. Et ensuite, je pense que la grande chose avec cela, notre plateforme, c'est que nous pouvons en fait utiliser les 2. Donc, lorsque nous avons les modèles et faisons les prédictions, nous pouvons intégrer les 2 ensembles de données et voir lequel nous donne réellement les meilleures prédictions. Aussi, juste pour mentionner que surtout pour les précipitations, il est préférable de regarder la saisonnalité et les données mensuelles plutôt que les données quotidiennes. Les données quotidiennes sont moins fiables. Quand vous regardez sur de plus longues périodes, pour la température, c'est une autre histoire. La température est beaucoup plus précise par rapport à la station où nous mesurons. Merci. C'est également nouveau cet automne. Nous avons déjà des données sur la température, mais la température de l'air ne suffit pas quand nous mesurons les vagues de chaleur parce qu'il y a d'autres facteurs qui sont importants et nous devons regarder la température ressentie et non la température de l'air. C'est pourquoi nous avons inclus ces données sur le stress thermique.
Elles sont basées sur quelque chose appelé le terminal universel. L'indice climatique thermique, et cela prend également en compte, en plus de la température de l'air, l'humidité, la vitesse du vent et le rayonnement. Donc, encore une fois, au Népal, dans le projet pilote, nous examinons 4 régions différentes allant des basses terres aux montagnes. Et il y a un grand changement d'altitude et vous pouvez, par exemple, créer ce graphique dans l'application climatique, puis comparer les différents districts. Et vous verrez que les vagues de chaleur sont devenues un problème croissant au Népal, notamment dans les 2 régions principales, la plaine et la colline. Vous verrez que les températures diurnes dépassent les 38 degrés. Ils ont dû fermer beaucoup d'écoles en juillet cette année à cause de cette vague de chaleur. Une limitation de ce jeu de données est qu'il a une résolution de seulement 30 km et bien sûr, il y aura de grandes variations entre et surtout au sein des zones urbaines où la température peut souvent être de 5 à 10 degrés plus chaude que cela. Nous avons besoin de données plus granulaires, plus détaillées et un futur ensemble de données pourrait être ce service mondial de résilience à la chaleur qui vise à produire des données globales disponibles pour toutes les zones urbaines. Nous essayons donc de construire une plateforme ouverte où nous pouvons intégrer de nouveaux ensembles de données à mesure qu'ils deviennent disponibles. Nous avons appris que nous avons besoin de données plus détaillées, nous avons besoin de données locales. Ces ensembles de données mondiales vous donneront un bon point de départ et surtout avec la modélisation, je pense que ce sera très utile. Mais nous avons aussi besoin de données locales et faire ces intégrations. Donc, je vais juste commencer à mentionner que si, même avec les ensembles de données mondiales, il y a des données provenant des stations météorologiques individuelles incluses, mais seulement ces stations météorologiques automatiques qui rapportent automatiquement des données à la communauté mondiale via l'OMM. Et c'est ensuite le processus où nous pouvons accéder aux données via Google Earth Engine. Aussi, cela fonctionne automatiquement. Il y a des flux de travail. Tant que de nouvelles données arrivent automatiquement, elles seront également disponibles pour vous dans l'application climatique. Vous n'avez pas besoin de télécharger de nouvelles données. Elles seront instantanément disponibles dans l'application climatique. Mais ensuite, nous devons également obtenir l'accès à des stations météorologiques plus locales. Et heureusement, nous avons conclu des accords dans au moins 9 des 10 pays. Nous avons des accords entre le ministère de la Santé et le Bureau météorologique pour permettre ce partage de données. Et ensuite, nous avons 2 initiatives. Il y a quelque chose qui s'appelle l'IRI, l'Institut de recherche international de la société et de la santé ou du climat de la société. Cela vient de l'Université de Columbia et ils essayent de tirer le meilleur des 2 mondes. Ils tentent d'accéder à autant de données locales que possible, mais ensuite d'utiliser des données mondiales pour combler les lacunes là où il manque des données et ensuite produire cet ensemble de données en grille que nous pouvons ensuite importer dans DHIS2. Et nous avons maintenant une coopération avec eux, donc ils vont travailler sur un accès API à leur plateforme pour que nous puissions obtenir ces données. Nous examinons également comment nous pouvons importer directement les données de la station météorologique dans DHIS2. C'est un véritable défi technique de passer d'une station météorologique à un district sanitaire, mais nous examinons quelques solutions. De plus, si vous avez travaillé là-dessus, veuillez nous contacter car nous aimerions partager des expériences sur la manière de procéder. Au Népal, ils ont montré de l'intérêt non seulement pour l'utilisation des données climatiques et météorologiques pour la modélisation, mais aussi pour d'autres données qui nous aideront à prédire. Bien sûr, il existe une forte corrélation entre les facteurs climatiques et aussi un changement d'utilisation des terres, la déforestation et ainsi de suite. Nous envisageons donc d'inclure d'autres ensembles de données. Il y a aussi le défi avec le Népal, qui est que même à l'intérieur de ces zones de 9 km sur 9, il y a de grandes variations d'altitude. Nous devons donc prendre en compte plus de données pour pouvoir faire de bonnes prévisions. Nous avons également une coopération de longue date avec WorldPop pour inclure des données sur la population qui pourraient nous aider à montrer les populations vulnérables dans les districts de santé. Un nouveau jeu de données sera disponible d'ici la fin de l'année que nous inclurons, qui montre les données démographiques et les projections de 2015 à 2030 à une résolution de 100 par 100 mètres. Donc, une très haute résolution
La NASA a également pris contact avec nous. Ils aimeraient faire une intégration entre leur API et DHIS2. Ils ont des ensembles de données intéressants, surtout sur l'utilisation des terres. Et je pourrais aussi mentionner qu'Esri, le plus grand fournisseur commercial de logiciels SCJ, a créé un connecteur pour que vous puissiez exporter des données de DHIS2 vers la plateforme ArcGIS Esri et ensuite utiliser leur gamme d'outils qu'ils possèdent. Il y a eu beaucoup d'intérêt de la part des pays concernant la pollution de l'air. Vous pouvez voir sur la carte mondiale quelque chose appelé OpenAQ. Cela inclut des données de ces appareils du monde entier montrant la pollution de l'air. Ici, nous faisons une intégration avec cela, mais vous pouvez voir qu'il y a de grandes lacunes dans les données, surtout en Afrique. Il y a donc aussi des initiatives locales comme AIRCO, avec lesquelles ISBI Uganda travaille, et la carte à droite représente la station météorologique qu'ils ont installée, montrant également les conditions dans la ville de Kampala. Et puis, nous avons également un projet avec Cicero ici à Oslo, qui combine en utilisant la modélisation pour fusionner à la fois des données locales et mondiales afin de créer ce jeu de données quadrillé comparant la pollution de l'air et aussi la chaleur à une résolution d'1 kilomètre. Nous essayons donc différentes approches ici pour obtenir ces données. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous connaissez un ensemble de données intéressants qui pourraient être inclus. Je vais passer la parole à Patrick. Oui, merci beaucoup, Bjorn. Donc, une fois que nous avions le premier outil qui était l'application climatique, nous étions prêts à faire des pilotes dans des pays. Et comme vous pouvez le voir, nous nous sommes concentrés sur 10 pays. Mais comme Bjorn l'a déjà mentionné, nous savons que beaucoup de gens dans de nombreux pays ont déjà pu télécharger l'application. Mais pour ces pays, les 10 pays, nous suivons pour comprendre s'ils ont pu mettre en place un accord de partage de données, s'ils sont capables de le faire, installent l'application et importent des données, mais aussi ces pays sont désireux de s'assurer que nous sommes capables de mettre en place ce modèle plateforme en place. Et comme vous pouvez le voir pour l'accord de partage des données, au moins 9 des pays ont un accord en place et c'est très, très important pour nous d'assurer que nous avons cet arrangement de travail entre le ministre de la Santé et le bureau météorologique. C'est très important. Et pour l'application climatique, comme vous pouvez le voir, nous avons 4 pays qui ont déjà commencé à mettre cela en production et ils ont commencé à explorer les données, tandis que pour les autres, ils sont en train de mettre en place pour tester ou ce que nous appelons une instance de développement et d'une certaine manière, ils l'utilisent toujours pour explorer ces données. Spécifiquement pour la modélisation, nous avons 4 pays qui ont déjà commencé à faire une évaluation des modèles et dans les prochains jours ou semaines, nous devrions pouvoir les mettre en place dans ces pays. Encore une fois, pour ces pays, ce sont certaines des zones qui ont suscité de l'intérêt. Comme vous pouvez le voir, la plupart d'entre eux sont en se concentrant sur le paludisme, en particulier ceux en Afrique. Mais pour l'Asie, l'accent a été mis davantage sur la dengue. Il y a également eu d'autres domaines d'intérêt. Nous notons également que certains pays ont pris l'initiative de mettre en place cette application et de faire des explorations sans nécessairement faire partie de ces 10 pays pilotes. Encore une fois, cela montre la facilité d'utilisation de cet outil une fois qu'il est disponible. Vous pouvez voir le Ghana, Indonésie, Maldives et tous ces autres pays ont pu aller de l'avant, mettre en place l'application et commencer à explorer les données, y compris Madagascar qui a également travaillé sur cela. Diapositive suivante. Une fois que nous avons configuré l'application, le défi a vraiment été de savoir comment commencer à analyser ces données. Et c'est un exemple de la manière dont, si vous regardez simplement les données de température et le climat, je veux dire les données de température puis les données de santé, et que vous commencez à utiliser le DHIS2 principal, tous les outils de visualisation que vous avez. Ce sont le genre de choses avec lesquelles vous vous retrouveriez ou vous faites simplement quelque chose comme un double CHAP.
Cet outil vous aide à comparer les données de santé avec les données climatiques, vous permettant de repérer des tendances. Bien que cela soit utile, vous pourriez avoir besoin d'informations supplémentaires pour prendre des décisions pleinement éclairées. Nous discuterons bientôt de nos prévisions qui vous donnent un aperçu de ce qui se passe. Bien que ces informations fournissent un aperçu utile, elles peuvent ne pas encore suffire à prendre des décisions pleinement éclairées. Je vais maintenant passer la parole à l'équipe de modélisation pour nous expliquer comment nous sommes passés de l'importation de ces données en essayant d'explorer l'analyse, en utilisant, vous savez, les outils de base que nous avons dans le DHIS, jusqu'à la modélisation et la prédiction. À vous, Agajit. Oui, merci Patrick. Oui, je pense que le principal défi ici est que nous pouvons voir, comme Patrick l'a dit, les cas de dengue en bleu ici, ils sont un peu saisonniers. Il y a certaines années où c'est un peu bas. Ce sont ces années COVID, peut-être à cause de la mobilité réduite, peut-être à cause des problèmes de qualité des données qui devraient probablement être supprimés. Les précipitations qui sont celles en rouge ici suivent le même type de saison, mais c'est un peu difficile de voir à quel point c'est vraiment la pluie et la saison. Est-ce la pluie elle-même qui influence la dengue ou est-ce plus la saison que la pluie et la dengue suivent toutes les deux? Pour cette raison, nous pensons qu'il sera très utile de recourir à des outils de modélisation parce qu'il est assez difficile de le voir à l'œil nu. C'est la raison pour laquelle nous avons créé cette plateforme CHAP qui inclut toute l'harmonisation des données sur l'axe des données dont Björn et Patrick ont parlé. Elle inclut également et combine cela avec la modélisation. Et nous avons mis cela en place comme un projet open source très axé sur la communauté. Donc, la façon dont nous le voyons, c'est que nous, ici, à l'HISP, nous aidons à la coordination de ce projet, mais nous voulons des contributions de la communauté à la fois dans le réseau AISP et au-delà du réseau AISP, des innovations pour les pays se développant, dont nous parlerons davantage. Et beaucoup d'acteurs différents. Et c'est fondamentalement deux choses. Une chose est la plateforme chapitre, qui est plutôt un terme général pour les modèles. Donc CHAP lui-même n'est pas un modèle. Ce n'est pas une manière spécifique d'apprendre. C'est juste un parapluie ou un écosystème qui permet à beaucoup de modèles différents d'être utilisés par les pays. Donc, cela aide à intégrer les données, à harmoniser les données. Exécuter des modèles, installer des modèles, évaluer l'efficacité des modèles, toutes ces sortes de choses. Mais les modèles eux-mêmes sont dans une sorte de pool externe. Donc, en principe, nous pouvons utiliser n'importe quel type de modèle disponible. Et nous reviendrons là-dessus. Et c'est une façon très simplifiée de comprendre ce que signifie vraiment la modélisation. Cela signifie essentiellement que nous prenons les données climatiques, nous prenons les données de santé, puis nous essayons d'apprendre et d'estimer certains paramètres d'une formule mathématique qui relie le climat et la santé et relie également la santé et la maladie au fil du temps. Donc, vous apprendriez comment les précipitations ou la température influencent quelque chose comme la dengue et voir quelles plages de température sont optimales pour la dengue et lesquelles le sont moins. Et puis, il pourrait y avoir beaucoup de manières différentes de modéliser cela pour créer un modèle mathématique ou un modèle d'apprentissage automatique. Et nous voulons que tout cela se rejoigne. Et puis, à la fin, vous arrivez à quelque chose comme ça. Voici une carte du Vietnam avec différentes régions. Et ensuite, vous pouvez facilement voir quelles régions, par exemple, sont généralement censées avoir un grand nombre de cas de dengue. Ce n'est pas notre travail. Nous voulons simplement montrer comment nous intégrons le travail de la littérature sur cette plateforme. Donc, voici une brève explication de ce que signifie l'apprentissage automatique dans ce contexte. Ainsi, cette chose orange ici représente, par exemple, les cas de paludisme. C'est juste un élément stylisé pour expliquer. Donc, cela pourrait être des cas de paludisme. Le gris pourrait représenter les précipitations durant les différents mois. Et ensuite, nous observons tout cela jusqu'en juillet. Et puis, nous sommes en juillet et voulons dire quelque chose sur ce que nous pensons qu'il se passera. Et comme vous le voyez, puisque cela semble suivre un certain modèle, nous pensons qu'il suivra un modèle. Et le bleu clair ici nous indique aussi que, d'accord, nous ne pouvons pas vraiment savoir comment cela va évoluer. Nous sommes assez incertains. Donc, cela pourrait aller tout en haut, ici, ou tout en bas, là-bas. Et bien sûr, c'est une vision très stylisée. Et en fait, effectivement, dans ce cas, il semble que les précipitations, dans cet exemple, ne l'influencent même pas. Cela suit simplement un modèle très simple,
Mais l'idée est de voir comment beaucoup de types de données différents, qui pourraient être la température, les précipitations, mais aussi des choses comme l'indice de végétation, etc., pourraient influencer le développement de nombreuses manières différentes. Et apprendre la partie locale de cela est quelque chose sur lequel nous nous concentrons particulièrement en ce moment. Alors, comment ces maladies se développent-elles au fil du temps et des saisons? Quelle est la relation entre le climat et la maladie? Peut-être une certaine prévision devant nous, mais aussi apprendre comment les différentes régions se rapportent. Ainsi, différentes régions voisines seront probablement influencées de manière similaire. Nous pouvons donc en quelque sorte partager les informations entre les régions. Et c'est aussi une partie importante. Et puis, comme nous sommes dans CHIESEP et avons des décennies d'expérience avec le système DHS2, nous savons que le modèle de prédiction, comme un modèle d'apprentissage automatique pour prévoir les cas de dengue, les cas de paludisme, quelque chose comme ça, dans les mois à venir. Il doit correspondre au contexte local, ce qui signifie qu'il doit être différent dans chaque contexte local, comme un pays ou même une région. Mais en même temps, il n'y a pas de ressources pour le développer à partir de zéro à chaque endroit. Ce n'est pas une bonne utilisation des ressources. Donc, ce que nous disons, c'est que nous avons besoin d'une plateforme générique, réutilisable et pérenne, comme Christian l'a dit au début. Et là où nous avons conçu cela dès le départ, et nous y avons mis beaucoup d'efforts, comment pouvons-nous concevoir ce système pour qu'il soit facile à adapter au contexte local? Ce n'est pas seulement que nous le développons dans un pays et ensuite nous essayons de le faire fonctionner pour un autre. C'est plutôt que nous essayons de créer un système qui, dès le départ, est conçu pour être très efficace à personnaliser. Et surtout, toutes les innovations, je pense qu'un grand nombre d'innovations viendront de l'exploration locale de cela. Et ensuite, nous nous concentrons également sur la façon dont ces innovations locales peuvent maintenant revenir à la plateforme afin que les innovations dans un pays puissent être réutilisées par un autre. Et nous devons également prendre en compte la perspective sociotechnique, qui a une longue tradition dans la numérisation des systèmes informatiques. Mais selon nous, elle n'est pas si souvent prise en compte pour le développement de l'intelligence artificielle ou l'apprentissage automatique et la modélisation, parce que c'est exactement la même chose. Ce que CHAP vise à faire, c'est un système conçu pour être adapté aux besoins. C'est aussi un système qui a beaucoup de fonctionnalités pour ce que nous appelons la constitution de preuves. C'est-à-dire que si un pays met en œuvre un de ces modèles ou des modèles alternatifs, il devrait pouvoir remonter dans le temps, faire comme s'il ne savait pas ce qui s'est passé, exécuter ces modèles et ensuite voir à quel point cela fonctionne. Et je vais montrer quelques exemples de cela. Et la troisième chose ici est aussi de le mettre en opération. Vous pourriez donc commencer par un peu d'exploration et des études de faisabilité, puis passer sans encombre à une exécution hebdomadaire avec toutes les données de retour dans DHIS2 pour qu'elles puissent être utilisées. Voici les principaux éléments d'un point de vue technique. Nous avons évoqué l'entrée de données, y compris les types de sources de données que nous recevons des sources climatiques locales et du système DHIS2, IRA5 et ainsi de suite. Puis, c'est l'harmonisation des données dont Björn a également parlé, c'est-à-dire comment aligner les données climatiques avec les données de santé. C'est la simplification du modèle où, comme je l'ai mentionné, nous pouvons avoir des dizaines de modèles provenant de la littérature académique internationale ou de différents projets unifiés sur une seule plateforme. Et ensuite, c'est cette évaluation historique dont je viens de parler. Et enfin, il y a ce que j'ai appelé courtage, c'est-à-dire que si nous avons tous ces modèles et toutes ces fonctionnalités en place, comment pouvez-vous facilement, dans un pays, trouver les modèles et les types de données qui vous sont les plus utiles? Alors finalement, comment est-ce développé? Eh bien, nous sommes très concentrés sur la satisfaction des besoins réels, que nous travaillons effectivement sur le terrain, que nous collaborons avec les pays, que nous résolvons des problèmes concrets dès le départ. Et en même temps, nous sommes prêts pour la réutilisation. Nous le faisons en courtes itérations, donc c'est une très tôt itération que je vais bientôt démontrer aujourd'hui. Mais nous avons aussi ces ambitions à long terme et nous espérons développer cela pendant des décennies à venir. Nous avons les modèles statistiques, l'apprentissage automatique de pointe que Christian a mentionné au début, mais aussi cette mise en œuvre logicielle robuste. Il doit donc être sans bug et vraiment testé pour que nous puissions lui faire confiance. Et comme nous l'avons vu précédemment, il se développe en étroite collaboration avec les pays pilotes et d'autres intérêts. Il y a également un peu plus de détails sur son fonctionnement dans DHIS2.
Nous simplifions l'installation, la configuration et l'utilisation dans les pays, ainsi que la comparaison des modèles. Et nous avons l'application climat dont Björn a parlé, qui récupère les données climatiques. Ensuite, nous avons l'application de prédiction que je vais bientôt montrer, qui met en place tout cet effort de modélisation. Et ce qui se passe lorsque vous configurez la modélisation, c'est que les données sortent maintenant du système DHIS 2 vers cette plateforme centrale CHAP, où nous entraînons un modèle d'apprentissage automatique basé sur les données historiques. Ainsi, lorsque ce modèle a été formé, il retourne ou est stocké dans le système disponible pour DHIS 2, de sorte qu'ensuite, vous pouvez prendre ce modèle maintenant formé sur la base des données du pays et vous pouvez y intégrer les données les plus récentes. Comme chaque semaine, vous pouvez ajouter de nouvelles données et ensuite faire les prédictions pour le mois à venir. Ensuite, les données retournent à nouveau vers DHIS 2 depuis le système CHAP et elles arrivent comme un élément de données standard dans DHIS 2, ce qui signifie que vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités disponibles dans DHIS 2, telles que l'application de cartes, les visualisations de données, les tableaux de bord, etc. Comme je l'ai dit, nous voyons CHAP comme une plateforme pour intégrer beaucoup de ce qui est déjà disponible. Nous avons l'accès aux données, l'évaluation et aussi la connexion à DHIS 2. Donc, c'est ce que CHAP offre. Et ensuite, une chose sur laquelle nous avons déjà commencé à travailler concrètement est le EWARS Plus ou le EWARS CSD de l'Organisation mondiale de la santé, qui est un modèle populaire, et nous l'avons maintenant intégré avec Chapitre. Ainsi, les pays ayant CHAP connecté au système DHIS 2 peuvent ensuite, depuis le système DHIS 2, se connecter à CHAP, se connecter ensuite à EWARS Plus, exécuter, entraîner des modèles dans EWARS Plus, faire des prévisions avec EWARS Plus, récupérer les données sur CHAP et les renvoyer à DHIS 2. C'est donc l'un des modèles sur lesquels nous avons travaillé. Ceci est juste pour montrer très brièvement, comme je l'ai mentionné, que ce que nous voulons essentiellement faire ici, nous ne pouvons pas prédire avec certitude comment le paludisme ou la dengue ou autre chose se développera. Donc, ce que nous allons faire, c'est dire que nous croyons le plus probable, la trajectoire à suivre est ce bleu le plus foncé, mais nous voyons aussi qu'avec une certaine probabilité, elle pourrait se situer dans toute cette gamme. Et lors de l'évaluation, ce que vous faites généralement, c'est basé sur des données du Laos. Vous pouvez faire les prédictions, puis voir ensuite comment cela se compare aux données réelles. Donc, vous prétendez en quelque sorte que vous ne connaissiez que les données jusqu'ici, vous faites les prédictions et voyez comment cela se compare aux résultats. Maintenant, vous pouvez voir que l'orange est la vérité telle qu'elle s'est déroulée, tandis que le bleu est ce que le modèle a prédit. Alors, je vais essayer de montrer quelques démos. Et cela est toujours risqué, mais soyez patient avec moi. Donc, ceci est la page web publique pour Chapitre. C'est également disponible depuis la page Climat DHIS 2. Ici, nous voulons tout partager ouvertement avec la communauté. Donc, à partir d'ici, vous pouvez trouver la base de code, vous pouvez trouver nos plans de développement, vous pouvez même accéder à nos listes de tâches pour ce sur quoi nous travaillons dans les semaines à venir. Nous avons des idées pour la littérature académique, la motivation pour cela et tout cela. Et une chose que nous avons maintenant est ce noyau CHAP, qui est ce logiciel de plateforme. Et nous avons aussi un tableau de bord CHAP, qui est plus l'aspect front-end, pour ceux qui sont plus intéressés par cela. Nous avons maintenant des tutoriels sur la façon de développer votre propre modèle et de l'intégrer dans CHAP. C'est essentiellement le chemin que nous avons suivi avec le système alerte et réponse de l'Organisation mondiale de la santé, mais nous pouvons aussi le faire avec d'autres. Voici une explication détaillée sur la façon dont vous pouvez le configurer sur votre propre ordinateur portable. L'essayer avec un peu de code simple suggéré que vous pourriez écrire. Comment nous pouvons maintenant le connecter à CHAP, qui est à nouveau un fichier YAML assez simple, qui indique simplement à CHAP comment vous souhaitez exécuter le modèle que vous avez développé. Et après avoir fait cela, vous pouvez harmoniser et créer vos données. Et ensuite, vous pouvez aussi évaluer-le ici en utilisant CHAP Évaluer, qui est cet outil plateforme CHAP téléchargeable que vous pouvez avoir sur votre ordinateur portable, sur une machine virtuelle, sur le cloud, où vous voulez. Et juste pour montrer ce que cela signifie, je télécharge ici juste localement mon CHAP. Vous l'installez avec pip install en Python. Et puis, j'écris quelque chose comme CHAP évaluer nom du modèle. Et ici, je peux mettre ce que
n'importe quel type de dépôt GitHub qui définit cette interface que nous utilisons par CHAP. Donc, cela peut être quelque chose d'externe que vous développez vous-même. Et vous, si vous avez développé quelque chose et l'avez mis sur GitHub, alors toute personne qui a le chat peut essayer d'exécuter votre code ici sur l'un des ensembles de données qui sont à l'intérieur du système ou d'autres données avec quel type de pays et quand nous exécutons cela maintenant. Cela fonctionnera sur l'ordinateur portable, cela créera beaucoup de fichiers, etc., entraînera les modèles et fera les prévisions. Cela se terminera par quelque chose comme ces deux fichiers qui sont simplement comme les prédictions dans ce cas. Nous l'avons exécuté pour deux modèles différents. Maintenant, vous pouvez aller sur cette application. Je veux maintenant explorer les prévisions faites par ce modèle IVERS de l'OMS, par exemple, pour le Laos. Donc, je sélectionne celui-ci. Je choisis également une autre méthode juste pour comparer. Et maintenant, on peut voir ici que nous obtenons toutes les prévisions pour toutes les différentes régions. Donc, nous pouvons maintenant descendre, par exemple, à la capitale. Et maintenant, nous pouvons voir d'ici que, d'accord, ce sont les données historiques qui montent un peu et descendent. Et puis, vous pouvez aussi zoomer à la dernière région. Et vous pouvez comparer ce qui s'est réellement passé avec ce que le modèle a prédit, qui est la zone bleue. Nous pouvons voir côte à côte les prédictions de deux modèles différents. Maintenant, nous pouvons retourner explorer cela pour différentes régions du Laos. Vous pouvez également dire, d'accord, maintenant j'ai fait semblant d'être à ce moment-là. Je peux aussi prétendre être à un moment différent, disons à la semaine 27 pour être plus récent et voir comment la prévision aurait changé si j'avais un peu plus de données disponibles. Et enfin, je voulais aussi montrer brièvement cette application de prédiction, comment elle fonctionne. C'est une application que vous installez dans le système DHIS2. Donc, je vous montre juste une démonstration de son fonctionnement. Il comporte deux parties différentes, prédiction et visualisation, qui sont en cours. Dans cet exemple, j'utilise simplement des données fictives de démonstration pour le Rwanda. Et en gros, ce que vous faites dans cette application, c'est tout d'abord de sélectionner le modèle, par exemple, le virus Chapi que j'ai mentionné. C'est un modèle à entraîner et utiliser. Ensuite, vous sélectionnez les éléments de données que vous souhaitez utiliser à partir de DHIS2 pour la population et les cas de maladie. Dans ce cas, nous sélectionnons le paludisme. Ensuite, vous sélectionnez quelle source de données climatiques vous utilisez. Et par défaut, nous utilisons l'ERA5 que Björn a présenté. Ensuite, vous sélectionnez les unités organisationnelles, quelle partie du pays et à quel niveau. Ensuite, vous précisez sur quoi vous voulez entraîner les données historiques. Pour quelles années faites-vous confiance à la qualité des données? Et après avoir sélectionné les années que vous voulez utiliser, tu cliques sur « Envoyer les données à CHAP ». Maintenant, l'application de prédiction commencera le processus comme je l'ai démontré sur mon ordinateur portable. Elle s'occupera de l'apprentissage et des prédictions, et après un court moment, elle devrait être prête. Vous pourrez ensuite l'importer à nouveau dans les applications de prédiction et ensuite dans DHIS2. Voici ce que vous voyez. C'est similaire à ce que j'ai démontré plus tôt. Vous pouvez explorer l'incertitude et voir les prévisions pour octobre, novembre et ainsi de suite, ce qui vous permet de lire les chiffres. Vous pouvez également réimporter ces données dans des éléments de données spécifiques dans DHIS2. Si vous ne les avez pas encore créés, vous pouvez cliquer sur les éléments de données et vous verrez nos suggestions sur les éléments de données à ajouter exactement au système DHIS2. Et à l'intérieur, il y a une gamme de différents outils de visualisation et tableaux de bord que vous pouvez utiliser autant que... Alors, qu'est-ce qui rend de bonnes prévisions? Eh bien, je pense que c'est quelque chose que nous voulons en savoir plus et discuter. Il devrait y avoir un lien fort entre le climat et la maladie étudiée afin de rendre l'étude plus informative. Bien sûr, la qualité de tous les types de données est importante, que ce soit les données de santé ou les données climatiques. Et enfin, la qualité du modèle. C'est pourquoi nous voulons avoir au moins 10 modèles parmi lesquels choisir, afin que vous puissiez sélectionner celui qui fonctionne le mieux pour votre pays. Ensuite,
Vous devriez réfléchir à quelles sources de données vous pouvez utiliser, que les données soient complètes, s'il y a des sources climatiques, comme l'a dit Björn. Évaluer différents modèles et aussi, surtout, comprendre en détail les besoins en soutien à la décision. Alors, depuis combien de temps devez-vous vraiment le savoir? Quelle incertitude est appropriée pour vous? Avec quel type d'erreurs pouvez-vous vivre et quelles sont les pires? Donc, pour les pays que j'espère avoir montré aussi à travers cela, l'avantage et le bénéfice est que vous avez une installation simplifiée. Nous travaillons beaucoup maintenant sur les conteneurs LXD, etc., que beaucoup de pays utilisent déjà, que l'harmonisation des données soit prête à l'emploi. Vous connectez ces modèles directement aux données dans DHIS2. Vous pouvez effectuer ces évaluations de faisabilité rapide et obtenir les prévisions, comme les prédictions à l'avance dans le système DHIS2, où tout utilisateur du système DHIS2 dans le pays peut les voir. Il offre beaucoup de logiciels génétiques qui peuvent être réutilisés. C'est aussi, comme l'a dit Chris, une plateforme d'apprentissage. Et je pense que c'est vraiment important. De plus, il connecte les pays entre eux dans la communauté internationale de modélisation. Parce que comme c'est une plateforme qui a 10 modèles, alors le pays peut créer sa version. Ils peuvent les tester côte à côte avec d'autres modèles et ensuite revenir vers la communauté internationale et dire, pour notre contexte et nos questions, nous avons trouvé une version d'un modèle qui fonctionnait en fait mieux. Et pour les partenaires de modélisation, ils peuvent avoir tous ces composants logiciels génériques qu'ils n'ont pas besoin de développer à partir de zéro à chaque fois. Ils peuvent réutiliser des composants robustes et bien testés. Et nous discutons déjà de cela avec PivotWorks, par exemple, à Madagascar, Ciencia y Vida en Amérique latine, WHO et WARS à Barcelone, un centre de supercalcul. Et cela signifie également que si vous avez un bon modèle et que vous voyez qu'il fonctionne mieux que d'autres modèles de données pertinentes, vous pouvez facilement le diffuser dans les pays. Et il y a beaucoup d'opportunités pour s'impliquer dans cela. Comme je l'ai dit, nous voulons que ce soit une communauté ouverte où les innovations affluent pour tous les intéressés. Nous voulons générer des prédictions, nous voulons comprendre comment elles sont utilisées. Il y a beaucoup à faire en matière de codage, mais il y a aussi beaucoup sur l'expertise du sujet, l'engagement avec les programmes nationaux, planifier ses besoins de décision finale. Ces groupes travaillent ensemble avec le ministre de la Santé dans de nombreux pays. Je pense qu'il y a un long processus pour vraiment découvrir quelles sont les meilleures façons de communiquer les prédictions, mais aussi quel type de prédictions communiquer. Nous voulons donc nous connecter avec les programmes existants, avec les projets de recherche existants, et toutes initiatives pour trouver des synergies potentielles. Et une motivation majeure pour nous est d'éviter les efforts doublés. Alors nous espérons vraiment que tout le monde qui fait quelque chose de pertinent ici veuille se rassembler, contribuer à cela, qui est open source dès le début, afin que nous puissions tous joindre nos efforts. Et nous avons le financement de Wellcome pour apporter au moins ce que nous espérons pouvoir apporter, certains cas d'utilisation dans certains pays pour évoluer, mais nous travaillons également activement pour essayer d'obtenir plus de financement afin de pouvoir opérer dans davantage de pays. Pour conclure, je pense que nous vous encourageons vivement en tant que communauté à vous rassembler pour développer des solutions génériques en tant que communauté où nous avons des innovations locales, mais qui ont une portée mondiale générique. Nous sommes heureux de contribuer et d'aider à coordonner cela. Tout ce que nous faisons, c'est partager ouvertement. Que la plateforme CHAP peut servir de tremplin pour voir quels modèles sont les meilleurs et pour que beaucoup de gens soient motivés à créer leur propre modèle et à trouver des cas d'utilisation où ils fonctionnent mieux. Elle s'intègre de manière optionnelle. Elle peut être utilisée seule, mais elle est aussi très puissante lorsqu'elle est intégrée à DHIS2. Et enfin, je veux juste dire, rejoignez cet effort et notre communauté, car le défi qui nous attend est si vaste que toutes les mains sont nécessaires pour réussir ensemble. Et je vais juste terminer avec ces liens. Voici la page principale du chatbot où vous trouverez toutes les informations. Nous avons une liste de diffusion à laquelle vous pouvez vous inscrire et aussi un aperçu de tout le projet CHAP.
Merci les gars, merci à l'équipe. Nous avons énormément de questions dans le chat. Je veux aussi dire que le CHAP sur le site dhis2.org peut être utilisé pour nous contacter. Une question étant résumée, existe-t-il un processus spécifique pour commencer à utiliser le CHAP ou fera-t-il partie du processus pilote? Oui, et je peux aussi montrer cela ici. Donc, c'est le lien que vous pourriez suivre en venant sur cette page. Et ensuite, nous avons une section sur « Comme, veuillez nous rejoindre » et pour dire qu'il y a plusieurs options que vous pouvez faire. Je pense qu'une chose qui pourrait être intéressante pour beaucoup est d'essayer de suivre ces tutoriels sur le développement de modèles personnalisés. Et cela, vous pouvez le faire de manière assez indépendante. Vous pouvez le faire fonctionner en suivant ces tutoriels. Vous pouvez créer votre propre modèle complexe si cela vous intéresse. Et puis, comme je l'ai montré ici, vous pouvez simplement le mettre sur GitHub et essayer de faire en sorte que quelqu'un l'utilise. Une autre contribution précieuse pourrait être d'améliorer les méthodes d'évaluation et de visualisation. Il existe des dizaines de façons différentes de visualiser qui seraient utiles dans différents contextes et différentes manières d'évaluer. Est-ce une question de proximité avec le nombre réel de cas? Est-ce une question de capacité à identifier de véritables flambées dramatiques? Je pense qu'il y a plusieurs façons de le faire et toutes les contributions et idées à ce sujet seront les bienvenues, car nous voulons un grand catalogue de façons de faire cela afin que le pays ne se limite pas à une solution, mais puisse choisir parmi de nombreuses solutions proposées. Et enfin, nous nous concentrons maintenant principalement sur la dengue et le paludisme dans notre travail en raison de nos ressources limitées, mais tout ce qui est lié à d'autres maladies hydriques comme le choléra, mais aussi pour la nutrition, peut-être le stress thermique, la santé maternelle. Donc, il y a beaucoup de différents les impacts sur la santé ou une approche similaire et où le logiciel que nous utilisons serait simple. Donc, cela répond aussi à la question suivante que je voulais soulever, à savoir si nous sommes limités à des conditions de santé spécifiques, mais nous ne le sommes pas. Ou maladie, parce que c'est exploratoire. Il y a tellement d'inconnus. Nous avons commencé par celle-ci. Les fruits mûrs à portée de main, car c'est facile de montrer l'impact sur la dengue, le paludisme. Ensuite, nous avons commencé là, mais nous sommes ouverts à explorer d'autres maladies que nous voyons vulnérables au changement climatique. C'est là que la recherche entre en jeu, car nous menons des recherches exploratoires, c'est-à-dire des recherches concrètes dans les pays avec les programmes de santé afin de mieux comprendre. Donc, pour nous, il est très important d'engager les programmes de santé nationaux et de voir quel type de décision peut être soutenu par de meilleures prévisions. Je voudrais mentionner que puisque nous sommes connectés aux éléments de données généraux dans DHIS2, toutes les fonctionnalités et le noyau devraient être très faciles à changer si vous avez une bonne idée de modélisation pour un problème de santé particulier. Il y a une autre question ici. Est-ce que CHAP sélectionne automatiquement le meilleur pour prédire les événements ou est-ce un processus de sélection manuel? Oui, c'est aussi une très bonne question. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons actuellement et nous essayons cette approche de machine learning automatique. Où nous établissons que les modèles ont beaucoup de paramètres ou hyperparamètres qui peuvent être ajustés. Et ensuite, nous voulons avoir une méthode objective pour les sélectionner. Et c'est en cours actuellement. Mais c'est aussi quelque chose sur lequel nous voulons avoir plus de collaboration. Parce qu'il existe de nombreuses façons de le faire et pour différents rôles. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, se connectant à la modélisation, et tenez-vous compte, je ne suis pas une bonne personne des interventions pendant cette projection. Oui, c'est une bonne question. Nous en avons discuté, et donc les réseaux de pairs à Madagascar ont trouvé une solution. Nous en avons discuté avec eux. Nous ne l'avons pas encore fait dans les exemples que nous avons montrés ici, mais c'est certainement quelque chose que nous voulons avoir bientôt, car nous pensons que c'est vraiment important. Et nous pourrions mentionner que nous sommes également intéressés par l'interprétation causale de cela, car maintenant nous voyons les tendances,
Peut-être qu'il y a des interventions saisonnières qui affectent réellement cette image. Et nous voulons dire, que se serait-il passé si vous n'aviez pas fait cette intervention contre le paludisme? Donc c'est aussi quelque chose que nous voulons explorer, mais nous n'en sommes pas encore là. Alors, pour revenir à la question de savoir s'il y a des processus, vous savez, pour commencer avec CHAP et faire ses prévisions, c'est bien sûr, veuillez vous assurer de contacter le groupe ISP, car nous collaborons régulièrement sur le renforcement des capacités à travers leur réseau. Nous accueillons également la participation d'autres groupes. Une autre question, le CHAP peut-il accueillir tous les codes? Dans ces exemples, je l'ai montré avec Python. Mais nous avons aussi un support pour le code R, et c'est WHO et WARS est en code R. Ensuite, nous faisons cela avec un système basé sur Docker. Et nous avons également un tutoriel séparé sur la manière d'incorporer réellement le code R dans ce système. En principe, il est aussi possible de le faire dans d'autres langues tant que les gens le montrent et fournissent cela. Nous avons un fichier YAML ici, qui est en réalité basé sur ce qu'on appelle MLflow. Donc, c'est une solution générique pour tout type d'application. Et ensuite, une question sur les projections à court terme. Est-ce en semaines ou en mois? Ouais. Il semble donc que beaucoup de gens aient principalement prévu jusqu'à 3 mois à l'avance. Et nous examinons également combien de temps à l'avance nous pouvons prédire tout en restant significatifs, sans trop d'incertitude. Nous étudions les prévisions saisonnières, mais nous ne les avons pas encore vraiment intégrées. C'est aussi pour voir jusqu'où nous pouvons aller. Nous n'avons pas envisagé quelque chose comme 10 ans, comme ce qui se passera dans 10 ans. Mais au moins, avec le changement climatique et une perspective de plus d'une décennie, cela pourrait aussi être intéressant, et nous pensons que certains composants pourraient être réutilisés à cette fin. Ensuite, nous avons une autre question ici. Y a-t-il un cas d'utilisation disponible pour aider à utiliser CHAP? Si vous souhaitez en savoir plus sur la pédiatrie, la réponse d'urgence, la nutrition. Je suis entré chez eux, améliorer mes compétences, etc. Oui, c'est un bon point. Nous n'avons pas encore beaucoup communiqué à ce sujet, mais c'est quelque chose que nous pouvons faire en réalité. Et ensemble avec la communauté, car tout ce que nous faisons ici, nous le faisons sous forme de demande GitHub. Donc, lorsque les gens ont une bonne idée, veuillez nous contacter. Et je pense que quelque chose comme ça serait génial à avoir. Nous essayons de publier beaucoup de choses basées sur la confiance que nous avons, mais nous sommes très ouverts aux idées. Il y en a un ici que je pense que nous avons sauté. Pouvons-nous construire des modèles personnalisés spécifiques au contexte pour la prédiction des maladies? Oui, vous pouvez personnaliser ces modèles à l'intérieur, et comme le système vous permet d'en sélectionner un, nous espérons avoir beaucoup de spécificité. Qu'avons-nous fait pour les inondations? C'était la dernière, je pense, probablement. Ouais, nous n'avons pas fait grand-chose sur les inondations. Les pays manifestent de l'intérêt et nous examinons certains des ensembles de données mondiales montrant les zones inondables et les populations vulnérables le long des rivières, etc. Mais pour la partie modélisation, nous n'avons pas encore vraiment commencé à nous pencher là-dessus. Et nous en avons également discuté en lien avec la logistique. Nous n'avons pas vraiment commencé avec cela. Mais si vous avez des idées sur la manière dont cela pourrait être, comment nous pourrions travailler avec les données sur les inondations, veuillez nous contacter. Donc, la façon dont cela fonctionne maintenant est que vous devez l'entraîner sur le même type de source de données que vous aviez auparavant. La question est donc, comment gérez-vous les fonctionnalités sur lesquelles il n'a pas été entraîné auparavant? Donc, la façon dont cela fonctionne est que si vous avez des données historiques et que vous entraînez un modèle basé sur, par exemple, seulement température et pluie, et ensuite vous obtenez aussi des données d'humidité, alors ce que vous ferez maintenant, ayez le même processus, mais ajoutez des données d'humidité, puis entraînez à nouveau le modèle sur les données historiques. Donc vous réentraînez en fonction des données historiques pour tout ce que vous avez à disposition, puis vous commencez à faire des prévisions avec ce nouveau modèle. Et plus il y a de données, mieux c'est. Oui, généralement, plus il y a de données, mieux c'est. Tant que la qualité est correcte, cela aidera toujours. Je pense vraiment que cela a été une bonne séance de questions-réponses également. Merci à tous pour vos présentations. Veuillez nous contacter soit par email, inscrivez-vous à la liste de diffusion
ou contactez-nous d'une manière ou d'une autre. Je suppose qu'il y aura d'autres webinaires lorsque nous aurons davantage progressé. Plus de fonctionnalités et plus de connaissances sur la mise en œuvre. Nous sommes au début. Nous avons commencé le 1er mars, mais c'est le premier pour le chapitre. Nous avons une nouvelle version aujourd'hui dont nous sommes très fiers. D'accord? Merci beaucoup à tous ceux qui ont assisté à ce webinaire. Je pense que nous sommes prêts à conclure ce webinaire. Merci beaucoup.